suis extrêmement déçue comme je suis extrêmement fière parce que l'Olympiade a été difficile et cette année de qualif elle a été horrible, mais vraiment horrible. J'ai passé les pires moments mentalement et je me suis accrochée de dingue. Parfois j'ai cru que ça allait plus marcher, mais j'ai quand même tenu. Alors oui, je suis déçue du résultat, mais je suis extrêmement fière d'avoir pu combattre ici, devant le public de dingue, devant ma famille. Et voilà, c'est le sport. Ma mère me dit tout le temps ça, que parfois on gagne, parfois on perd, il y a de la place pour tout le monde. Bah voilà, aujourd'hui c'était pas mon jour. Madeleine Malonga a perdu au premier tour des Jeux de Paris. La dernière fois, c'était au Championnat d'Europe 2023 à Montpellier. Avant ces deux échecs précoces, c'est jusqu'en 2015 qu'il faut remonter, il y a presque 10 ans de cela, pour retrouver des compétitions où cela lui est arrivé. Que peut-on déduire d'une telle information ? Que sans doute, il est bien compliqué d'aborder une compétition d'une telle exigence mentale et que les rivalités exacerbées entre rivales et rivaux pour la sélection ne sont jamais bonnes pour le titulaire, d'autant plus dans un monde où les réseaux sociaux permettent de produire son propre récit sans contradiction ni pondération. Établir un gentleman agreement, c'est-à-dire défendre les principes de respect de l'autre et de dignité qui lui tiennent à cœur, est sans doute un chantier de réflexion pour le futur de la fédération. Les valeurs, ce n'est pas seulement un code mural, c'est un guide pour les moments où justement les choses sont difficiles à accepter. On peut aussi plus pragmatiquement remarquer que la portugaise Patricia Sampaio ne convient pas tellement à notre française qui perd exactement une fois sur deux contre elle. Et la dernière fois, c'est elle qui avait gagné, à Antalya en mars dernier et sur Ouchigari. Quand Madeleine Malonga est montée sur le tapis, c'est la première technique qu'elle a tentée, peut-être sans la conviction nécessaire, et elle s'est fait contrer avec un Ouchigaishi parfait. Patricia Sampaio, en forme aujourd'hui, s'était manifeste à travailler ce geste, et cela a payé. L'entraîneur Ludovic Delacote ne mâchait pas ses mots. C'est une adversaire qu'on connaît très très bien, que Mado a pris de nombreuses fois. Il y a déjà eu des défaites contre elle, donc il y avait une stratégie claire sur le Kumikata. Notamment, les deux premières séquences, elle ne fait pas ce qu'il faut, donc c'est la raison pour laquelle la portugaise attaque. Sur la séquence où sur les mains elle est bien, elle se précipite dans l'attaque et voilà, il y avait le temps, ça devait se construire, c'était la stratégie, c'était impacter, l'amener un petit peu dans le match, la faire plonger en continuant à l'impacter et je pense que ça allait s'ouvrir. Maintenant, on n'en a pas parlé, il y a beaucoup d'émotions encore, trop d'émotions, donc on va laisser un petit peu de temps, on en discutera à froid, mais ouais, il y a de la précipitation. C'est dommage parce que pour le coup, elle revient de nulle part et elle a déployé énormément d'efforts. C'est une grande professionnelle. Elle a vraiment tout mis en place pour réussir ses jeux à la maison. Et je suis extrêmement triste pour elle parce que quand quelqu'un est engagé comme elle l'a été et ne pas être récompensé, alors vous me direz c'est pas la seule sur l'événement, mais en attendant. Moi je parle de Mado, celle que je suis, et ça fait mal au cœur. Ouais. Au-delà des plans tactiques non respectés, cet échec abrupt, comme un coup de sabre aux ambitions et aux rêves, est une nouvelle confirmation de ce qui s'esquissait ces jours derniers. La génération leader de cette équipe féminine française est arrivée à une fin de cycle qui s'exprime trop tôt. Elle est rattrapée par une certaine usure qui s'entend jusque sur les plateaux de télévision, alors qu'on devrait y sentir la passion brûlante et obsessive des grands champions. Par une forme de distance prise avec le jeu et l'enjeu, peu compatible à long terme avec la très haute performance qui se joue sur la réussite d'une attaque ou celle d'un contre. Elles étaient étudiées parce qu'elles étaient les meilleures et c'est aux Jeux Olympiques de Paris que la machine s'inverse comme une locomotive qui part progressivement à contresens. Amandine se fait surpasser sur une de ses attaques en kataguruma. Clarisse se fait prendre sur un kouchi en contre. Marie-Ève est battue par une combattante qui a appris à attaquer sous sa garde. Madeleine se voit retourner la force de son Ouchigari contre elle. L'opposition s'est adaptée, elle a monté le niveau. Et même si c'est un peu cruel de le dire, mais il faut le reconnaître, si la médaille était accessible, il aurait fallu pour cela se substituer à la portugaise Sampaio qui bat ensuite la chinoise Zenzauma qui sera elle aussi troisième pour le plus grand plaisir de son coach le géorgien Zebeda Rekviashvili pleurant sur la chaise
et la japonaise Rika Takayama pour le bronze, ce qui est déjà un sacré parcours. La finale était d'un autre niveau. Elle opposait la combattante spectaculaire d'Israël, Inbar Lanir, capable de grands et beaux gestes, comme un enchaînement foudroyant en Jujigatame sur la néerlandaise Tenwis, et son Uranage majestueux sur l'allemande Wagner en demi-finale, et l'italienne Belandi, combattante numéro 1 au classement, mais surtout combattante 2.0, qui a parfaitement assimilé les nouvelles données du règlement et se prépare pour ça, comme nous le disait le patron des féminines, Christophe Massina, il y a quelques mois, évoquant cette rivale de la française, connue pour son style très en rythme avec beaucoup de fausses attaques, lesquelles sont acceptées aujourd'hui par le règlement, et remarquant sa capacité, à mesure de l'avancée vers les Jeux, à préciser de plus en plus ses moyens de projeter. Et c'est à cette démonstration qu'on assistait en finale. L'Italienne saturait l'espace et le temps de ses prises d'initiative dès la saisie, saoulant l'Israélienne qui ne pouvait s'exprimer sous ses fausses attaques réussies et de vraies attaques percutantes. Après 3 minutes 30, Inbar Lanir, abasourdi, était sorti de sa finale olympique par 3 pénalités correctement distribuées et un Wazahari subi sur un Seoinage. Alice Belandi est déjà dans le futur. Madeleine Malonga, entre les larmes, confirmait une certaine usure des plus capés de l'équipe, à commencer par elle-même. Je sais pas quoi dire parce que j'ai pas spécialement de regrets, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je suis déçue parce que pour arriver là aujourd'hui, ça a été très dur et j'aurais aimé que ça paye. Mais c'est comme ça. Si les échecs successifs de Marie-Ève Gaillet et de Madeleine Malonga ces derniers jours le relativisent, le bon départ pris par l'équipe féminine ici à Paris, déjà 4 médailles de bronze, ne demande qu'à être conforté par un titre qui est la marque des bonnes éditions. Celui d'Agbenienou a éclairé Tokyo 2021, celui d'Andéol illuminé Rio 2016, celui de Décos ébloui Londres 2012, celui de Van den End sauvé Sydney 2000, celui de Restou embrasé Atlanta 96. Seul Barcelone, en 1992, a vu la victoire de 2 de nos représentantes, Cécile Novak et Cathy Fleury. Il est trop tard pour faire aussi bien à Paris 2024 et c'est sans doute dommage, mais la victoire potentielle demain de la favorite Romane Dico ferait au moins de cette édition parisienne l'une des meilleures de notre histoire malgré tout. Si elle n'y parvient pas, pour la performance féminine, Paris restera peut-être dans les annales au nombre des récompenses, 5 encore possibles, comme à Tokyo et à Londres, mais pas dans les grands souvenirs. C'est exactement l'inverse pour notre judo masculin qui marque déjà les annales, mais qui marque surtout les souvenirs. Ce que cette équipe a réussi, au-delà des 3 médailles déjà obtenues, c'est d'avoir retrouvé un lien avec le passé, un truc à la française, cette façon de se sublimer au bon moment et avec l'esprit crâne qu'on a appelé en d'autres temps le panache ou la furia francese, et ça fait un bien fou. Le judo français a toujours eu ce goût-là qu'on ne retrouvait plus guère ces dernières années. Tout n'est pas réglé dans le judo masculin français de haut niveau, mais la capacité de 2 jeunes combattants à suivre le chemin fixé par des leaders à la hauteur, Lucas samedi et espérons-le Teddy ce vendredi, est une formidable réussite de ce groupe. Ce n'est pas qu'une question de médaille. À l'inverse des féminines, ils sont parvenus à transcender leurs moyens, à aller au-delà d'eux-mêmes, à vaincre plus fort qu'eux pour atteindre le but fixé. C'est tout ce qu'on attendait et cela donne envie de les revoir, de revoir ce groupe nous enthousiasmer encore demain. Malheureusement pour lui, c'est ce dépassement déraisonnable, cette façon de tout tenter pour faire basculer le sort qui a manqué à Aurélien Diès aujourd'hui. On connaît ses remarquables dispositions et il les a d'ailleurs démontrées avec un premier tour contre un Tadjik expédié de façon spectaculaire sur un Osoto à sa manière, en reprise de garde avec le bras envahissant jusqu'à la ceinture. Mais dans le combat suivant, difficile, contre un homme en forme aujourd'hui, l'Israélien Peter Palchik, s'il a su livrer une prestation excellente, le but, c'est ce qui compte, c'est dérober à lui. Répétons-le, il a sans doute proposé l'une des oppositions les plus dures au futur 3e, ce qui situe le niveau. Mais quand le combat a duré, le puncher Palchik est resté droit et impénétrable, quand l'explosif Diès a laissé le body language s'exprimer pour lui. Prenant de plus en plus de temps pour rejoindre son coin, tirant sur un doigt qu'il avait luxé lors de l'échauffement, il a donné des signes. Même si ses séquences ont été lucides et fortes, c'est sur sa première erreur, un Seoinage bien préparé par un coup de patte, mais où les mains lâchent trop tôt, que se précipite l'arbitre pour déclarer la fin de partie et faire basculer les destins. Une pénalité qui tombe, ça se joue à ça. Peter Palchik continuait son chemin. Peu de temps avant la compétition, la vice-présidente en charge du haut niveau et de la performance, Frédéric Jossinet, qui s'y connaît en détermination, avait alerté et même un peu remonté les bretelles du sémillant moins de 100 kg français. Les choses étaient-elles revenues dans l'ordre? L'entraîneur Guillaume Faure répondait directement à la question. Aurélien, c'est quelqu'un
C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. Alors quand il est en période de blessure, en prépa physique, c'est un monstre. Le préparateur physique Yann Morisseau, il pourrait vous en parler. Donc voilà, il avait rattrapé le retard. Il était vraiment dans les bonnes dispositions. Et, je pense que de par son classement, il est quand même éloigné au classement mondial et il manque quand même de compétition, ça c'est une évidence. Mais c'est un gars qui, sur une journée, pouvait rafler la mise. Ouais, il n'a pas pu monter en puissance comme les autres, mais il a fait le boulot jusqu'à la fin. On lui a fait faire un stage où je suis parti avec lui. On est parti à Benidorm tout seul justement pour qu'il ait tous ces gars-là dans les mains. Il avait été bon, il avait été très très pro dans la démarche. Les douleurs, elles ne persistaient plus, elles ne le gênaient plus. Voilà, c'est aussi le quotidien d'Aurélien, c'est de faire avec ça, de traiter les douleurs et de gérer les blessures pour pouvoir être performant le jour J. Quand j'ai vu son premier combat sur un gars sur le Tagik qui est vraiment costaud, il a battu Adamian, le champion du monde, il n'y a pas très longtemps. Il l'expédie en quelques secondes avec beaucoup d'énergie et d'explosivité. Je me dis qu'on est sur un grand jour, franchement. Après, Palchik, il l'avait battu, Aurélien avait battu Palchik en février à Bakou, donc on est resté sur une victoire, sur de la confiance. Puis il s'est enlisé dans un match, finalement, dans un combat où il s'est un petit peu étiolé, il a diversifié les saisies. Il a trop fait de choses alors qu'il avait les clés de quelque chose qui marchait, notamment quand il venait le croiser, notamment quand il était aussi au revers. Mais voilà, au final, il n'a pas resté sur des choses qui marchaient, il se faisait souvent prendre la manche, il a été en défaut par rapport à ça, il a perdu beaucoup d'énergie par rapport à ça et il a fini par perdre le fil du combat. Quant à l'intéressé, il se montrait lucide et sans concession avec lui-même, première étape peut-être d'une revanche à venir. Ça se joue à pas grand-chose, il y a un moment où je pense qu'il peut la prendre, il y a un moment où je pense qu'on peut prendre Shido partout et gagner ce combat. Ça se joue à pas grand-chose, c'est les jeux, hein, mais voilà, je suis un peu triste que aujourd'hui je n'ai pas pu récompenser tout le travail que j'ai pu mettre en place, tout le travail que l'équipe de France masculine et féminine a pu mettre en place, qui est très bien récompensé pour l'instant. Et malheureusement, je ne ferai pas partie des acteurs qui montrent que l'équipe de France elle est très belle parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui aurait pu apaiser mon cœur, c'était une médaille et j'y retourne sans. Donc que le combat fasse 9 minutes, 2 minutes, que je prenne Nippon, la seule chose que ça change, c'est que je me suis pas... Excusez-moi du terme, je suis dessus, j'ai donné tout ce que j'avais, mais ça ne me rend pas heureux pour autant. Ce que je veux dire, c'est dur, mais c'est la réalité du sport qui est très ingrat. Être à la hauteur de l'événement, c'est être sur la boîte, c'est sur le podium. C'est même littéralement, on va dire, sémantiquement, être à la hauteur, c'est monter sur le podium. Je ne suis pas sur le podium, donc je ne suis pas à la hauteur de l'événement, pas à la hauteur de, en tout cas, ce que j'avais ambitionné. Sans Aurélien Diès, malheureusement, la compétition des moins de 100 kg allait une nouvelle fois s'affirmer comme l'une des plus performantes du plateau, avec des combattants de haut potentiel, puissants évidemment et très souvent magnifiques sur le plan technique. C'était un festival de grands combats et de surprises. Le champion en titre, le japonais Aaron Wolf, faisait un beau numéro dans la matinée avec un magnifique Uchimata sur l'ancien champion du monde portugais Jorge Fonseca, mais subissait la loi d'un des hommes forts du jour, le géorgien Ilyas Sulamanidze, qui lui arrachait un Wazari sur Sumigaishi et allait sombrer en repêchage face à un autre champion du monde, l'espagnol Nicolas Sherazadishvili, avec un Sukashi remarquable de la part de l'espagnol, lequel espagnol avait d'abord été sorti en tableau par l'étonnant suisse Eich, qui respirait la fraîcheur de ses Alpes natales et en profitait pour faire un joli numéro, lui aussi, jusqu'au pied du podium, battant au passage le vice-champion du monde canadien El Naas. Tandis que Peter Palchik distribuait les sodés à l'israélienne jusqu'au bronze, le grand ouzbek Touroboyev, champion du monde lui aussi en 2022, déboîtait les uns et les autres avec ses Uchimata et ses irrésistibles Makikomi. De ce Big Bang général, c'est le champion du monde azerbaïdjanais Kodzoyev et ses Uchimata ravageurs qui sortaient d'un côté, après avoir écarté les deux troisièmes, et de l'autre, le gros chat géorgien Ilyas Sulamanidze, un jeune homme qui donne parfois l'impression d'être un peu pâteau, mais peut surgir d'un coup avec des attaques définitives. C'est justement ce qu'il parvenait à faire dans cette finale, arrachant soudain du sol son rival sur un Uchimata de face avec la main à la ceinture qui sentait bon la Shidaoba, la lutte géorgienne. Tranquille dans ce combat qu'il dominait de la tête et des épaules, il avait son titre olympique en poche avant de faire la plus énorme bourde de la compétition jusqu'à présent. Gérant les dernières secondes, il jouait la montre et se jetait sur le dos une première fois, puis une seconde, ce qui permettait à son adversaire de se relever soudain en écartant les bras pour montrer son indignation et surtout faire péter la saisie très lâche que le Géorgien avait sur ses deux manches.
La VAR hésitait car avec une marque au compteur, elle n'aime pas donner la pénalité fatidique. Mais la faute était trop énorme. Soulamanidze avait joué avec la règle sans grande nécessité et perdait tout. Le gymnase résonna après sa sortie de tapis de ses cris de rage, mais il pouvait, comme on dit, ne s'en prendre qu'à lui-même. Des pénalités, il en était encore question aujourd'hui. Non pas celle-ci en particulier justement donnée, mais de toutes les autres, celles données pour des règles que personne ne comprend ou sans nuance, celles données pour des non-combativités qui n'en sont pas quand l'adversaire refuse le combat et accumule lui les fausses attaques, que l'arbitrage persiste à peu sanctionner car elle a décidé de les définir de façon absurde comme des bouvards et pécuchets du judo plutôt que de les juger avec discernement à hauteur d'homme avec la responsabilité qui lui incombe de mettre de l'intelligence et de l'expertise dans ses décisions. Mécontentement affirmé du Japon, plainte officielle de l'Italie qui oblige la Fédération internationale sur la défensive à sortir un communiqué qui ne communique rien. Et aujourd'hui, une vidéo émouvante et terrible du judoka belge Nikiforov, interviewé par la RTBF, la chaîne nationale belge, et dont les mots pèsent très lourd. Je suis triste de dire ça parce que je suis dégoûté depuis maintenant quelques mois, si pas quelques années de ce sport, que j'aime vraiment plus que tout. Et c'est vraiment un des seuls sports où quand quelqu'un gagne, parfois il se demande pourquoi, et quand quelqu'un perd, pareil, il est dans le questionnement. Je prends la 3e pénalité, il y a toute la salle qui se met à huer, ou alors vraiment personne ne connaît le judo, ou alors il n'y a plus personne qui comprend le judo. Il n'y a pas une personne qui est contente de l'arbitrage. Tout le monde espère que ça va changer, et pas pour... c'est pour le sport. Il y a tellement de façons de prendre des pénalités. On combat plus pour éviter d'en prendre que pour de jeter les personnes, nos adversaires. Vraiment, c'est devenu... on se moque beaucoup du football où il simule, et c'est devenu la même chose en judo. On n'abandonne jamais, mais si ça continue comme ça, c'est déjà à la limite du n'importe quoi. Et si les choses ne changent pas, ça va devenir vraiment pas chouette à pratiquer parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est difficile à continuer. Et là, honnêtement, à l'entraînement, bien sûr, c'est chouette, on prend énormément de plaisir parce qu'il n'y a pas d'arbitre, parce que les gens sont beaucoup plus ouverts, on attaque, les combats sont chouettes, mais en compétition, hier, la finale en moins de 90, on ne comprend pas, le bronze pareil, on comprend plus ce qu'on fait. Quoi qu'il en soit, ces Jeux de Paris iront au bout et il sera temps d'en faire le bilan plus tard. Ce vendredi, c'est celui de l'action. Teddy Riner en plus de 100 kg et Roman Dico en plus de 78 kg sont favoris pour le titre. Avec 2 médailles d'or, la France terminerait en triomphe une aventure olympique qui nous a déjà beaucoup donné. C'est la bataille décisive.